Avec moi pour commenter l'actu, Tariq Krim, bonjour. Je Bonjour. précise que tu es fondateur de NetVibes, de Jolly Cloud et de Polite. Et donc ensemble, on va commenter notamment la tribune qui a été publiée dans Le Monde, une tribune sur la souveraineté. Ce sont des développeurs et des professionnels du logiciel du cloud qui s'alarment de cette incapacité des pouvoirs publics à faire confiance aux jeunes entreprises de la tech française. Ils s'alarment aussi d'une préférence aux GAFAM. Est-ce que déjà vous connaissez les signataires de cette tribune ? J'en connais certains. Alors, on va citer leurs noms. Lisa Casino, élève ingénieur INSA Rouen. Cédric Leninivin, ingénieur télécom Paris 2012, développeur CibJS chez Nexedi. Florimond Monca, ingénieur centralien, développeur open source. Et Johan Prigent, vice-président User Experience développeur chez Scaleway. On voit que derrière, on connaît les entreprises, Scaleway, Nexedi, que je reçois d'ailleurs régulièrement dans Smartech. Pourquoi ce ne sont pas les têtes d'affiche, je dirais les patrons de ces entreprises qui ont signé, mais plutôt les jeunes développeurs ? Déjà, tout d'abord, j'étais absolument d'accord avec cette tribune. Je trouve que c'est très bien. Je crois que, en fait, la question qui est posée par cette génération, qui n'est pas différente de la question qu'on posait, j'avais fait une mission pour Fleur Pellerin sur les développeurs il y a 10 ans. Ouais. C'était la même question. C'est finalement, est-ce que l'on vit dans un futur numérique que l'on invente ? Ou est-ce qu'on vit dans le futur numérique inventé par quelqu'un d'autre ? Et c'est vrai pour le cloud, mais c'est vrai aussi pour les services consumer, pour quasiment tout ce qui va être numérique. Et la France, à la différence, et peut-être sa singularité, a d'excellentes écoles d'ingénieurs. Là, je travaille encore à nouveau avec de jeunes développeurs, et c'est incroyable de voir le niveau de maturité, de compétences, de sérieux. Et d'une certaine manière, on avait fait une émission d'ailleurs sur le génie du logiciel français. Absolument, ce qui n'est pas du tout qui fait que d'ailleurs toutes les grandes plateformes utilisent ces ingénieurs. Donc la question qui se pose, c'est si on a toutes ces écoles, si on a tous ces développeurs, est-ce qu'on les utilise pour construire l'avenir ou est-ce qu'on décide finalement qu'on n'a pas confiance en eux ? Et ça, c'est un vrai sujet, cette question de la confiance. Et finalement, on délègue à d'autres acteurs qui semblent... Ce qu'il dit, c'est on ne veut pas devenir des prestataires de services. Voilà, on veut créer véritablement notre futur. Si je pose la question de pourquoi c'est plutôt cette jeune génération qu'on a laissé signer, c'est parce que c'est une inquiétude, non pas sur le présent, mais sur l'avenir. Pourquoi il n'y a pas un engagement davantage large ? Pourquoi, par exemple, Tariq Krim n'a pas signé la tribune ? Moi, je crois que je l'aurais signé. Je crois que Mais je trouve très intéressant, au contraire, que cette jeune génération, parce que souvent on nous dit, vous êtes l'ancienne génération, vous n'avez pas compris, maintenant le cloud, c'est des choses nouvelles. Et cette nouvelle génération, en fait, qui s'inscrit qui arrive sur le marché du travail, ou qui est déjà sur le marché du travail, est en train d'expliquer à ce gouvernement que, d'une certaine manière, on peut utiliser leur talent et qu'on n'est pas obligé d'utiliser le talent d'autres entreprises, notamment sur des domaines qui sont très importants, comme celui de l'État, et celui de la confiance dans l'État. Alors moi, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'il y a une pilule qui n'est pas passée, une pilule bleue, si je peux me permettre le jeu de mots. Donc il y a ce label Cloud de confiance qui a été lancé par le gouvernement. Et la jeune génération donc, de développeurs nous dit, voilà, c'est en fait une façon d'ouvrir les marchés publics plus facilement à ceux qui détiennent des licences déjà puissantes, donc aux GAFAM, aux Américains. Et cette alliance bleue, selon eux, a été annoncée un peu rapidement. Donc, on rappelle que c'est une alliance entre Capgemini, Orange, avec des technologies de Microsoft. Il pose problème, selon vous, Tariq Krim, ce label Cloud de confiance ? Oui, je pense qu'il y a... En même temps, on peut se réjouir, se dire finalement, la France impose ses règles. C'est ça aussi, affirmer sa souveraineté. Disons que là, on a, quelqu'un le disait, et je pense qu'il avait raison, que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé comme si c'était un DSI. C'est-à-dire que finalement, on a un problème, effectivement, problème d'extraterritorialité des données, problème de surdomination des grands acteurs, les GAM, donc Google, Amazon et Microsoft. Et donc, on va répondre à ça par un simple tour de passe-passe juridique. On construit donc une forme de souveraineté sous licence. Mais la réalité, c'est que la souveraineté sous licence n'est pas la souveraineté pleine et entière, et qu'on aurait dû d'abord, quand on est ministre de l'économie, réunir autour de la table l'ensemble des acteurs et leur dire, voilà, dans les 2-3 ans qui viennent, on veut avoir un ensemble d'acteurs leaders. On a des acteurs leaders dans l'hébergement, dans plein de domaines, comme OVH notamment. Il y a aussi Scaleway, Clever Cloud, etc. Enfin, la liste est longue, Plateforme SH, RapidShare avec Jean-Paul Smets. Absolument. Aussi donc, souvent, on a énormément d'acteurs qui sont présents. Énormément de développeurs, et effectivement, on a choisi la solution de facilité, une forme de paresse intellectuelle.
Et donc, c'est ce qui crée cette position schizophrène, hein, selon les signataires de cette tribune, sur la stratégie de la souveraineté numérique. D'un côté, on veut affirmer une souveraineté, mais de l'autre, finalement, on ouvre les portes en grand aux acteurs américains, parce que, en fait, ce qui ne marche pas, si on rentre plus dans le détail, c'est la lourdeur imposée par la labellisation cloud de confiance et le délai de migration de 12 mois. Et là, aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est qu'en France, on n'est pas capable d'aller aussi vite sur le cloud? Je crois qu'il y a eu plusieurs annonces et l'une des plus choquantes, finalement, a été cette création de label qui, d'une certaine manière, a exclu les acteurs existants. Donc, jusqu'à maintenant... Et pourquoi ça les exclut? Parce qu'il faut maintenant passer par les fourches codines de ce label de confiance. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Ça favorise les plus puissants. Ça favorise les plus puissants. Ça favorise des gens qui sont déjà fléchés, parce qu'il faut voir quand même... Moi, ce qui m'a aussi quand même étonné, c'est de voir le ministre du Numérique expliquer dans le communiqué de presse qu'il espérait que l'ensemble des acteurs français allaient travailler avec Microsoft. Donc, son devoir de neutralité par rapport à ce marché a été, à mon avis, cassé. D'autre part, mettre des acteurs autour de la table. On se rappelle de Quero, du président européen qui signe un papier. Nous allons créer un compétiteur de Google qui n'a évidemment jamais vu le jour. Donc, il y a une différence entre les gens qui sont dans l'action, les acteurs locaux, et les gens qui sont dans une forme d'idéologie qui consiste à dire que tout ce qui est fait aux États-Unis ou en Chine désormais, puisqu'on utilise aussi des acteurs chinois, vous avez vu que Quant désormais passe sous pavillon chinois, sont meilleurs que ce que l'on sait. En tout cas, de la Chine. Bon, que ces acteurs, en fait, sont meilleurs que ce que nous savons faire. Et donc, on ne se poserait pas la question dans l'automobile, on ne se poserait pas la question dans la défense, on ne se poserait pas la question dans l'agriculture, mais pour une raison qui nous échappe, dans le numérique, on est toujours moins bien que les autres. Et ça, c'est un vrai scandale. Alors, les signataires demandent un plan de développement et de déploiement du cloud à base de technologies libres, avec une préférence européenne, avec des objectifs et des points d'étape clairs. Est-ce que c'est ça qui manque aujourd'hui, Tariq Krim? Est-ce qu'il manque encore autre chose? C'est drôle parce que j'ai revu la mission que j'avais faite pour Fleur Perrin il y a une dizaine d'années, et une des choses dont on parlait, c'était cette feuille de route technologique. C'est de se dire qu'il fallait un CTO, donc un Chief Technology Officer, une personne qui soit capable de dire voilà l'ensemble des technologies, comme on en a un chez Google, chez Apple, dans toutes les grandes entreprises, mais aussi aux États-Unis. Voilà les technologies sur lesquelles on va travailler, voilà notre feuille de route, aligner l'ensemble de l'industrie autour de ça et les faire travailler ensemble. Ça, c'est un travail qui est évidemment pas facile, mais en même temps, faire de la politique, c'est pas facile. C'est faire ce qui est dur, c'est pas faire ce qui est simple. Faire ce qui est simple, c'est de dire on va licencier à quelqu'un d'autre et puis on se pose plus la question. Il y a aussi la question du timing, quand même, à 10 mois des élections présidentielles, alors que tout le monde, sur les questions de souveraineté alimentaire, de souveraineté technologique, est à cran, a compris qu'il y a des enjeux énormes. On sort ça, je pense que c'est ni fait ni à faire. Donc il y a un vrai sujet. C'est d'abord la question de savoir quels sont les acteurs que l'on veut soutenir, parce qu'il faut faire des choix. On parlait du cloud souverain en France, mais il faut savoir que les marchés publics aux États-Unis ne sont pas accessibles aux entreprises françaises. Je ne parle même pas des marchés chinois, ça serait de la science-fiction. Donc la question, c'est de penser les choses dans une forme d'équilibre géopolitique et de comprendre aussi que la priorité de ce gouvernement, c'est de soutenir ces industries locales. Bon, et on continuera à en débattre dans Smart Tech. On enchaîne avec le reste de l'actualité. Grosse conférence Microsoft avec l'annonce d'un nouveau Windows, un Windows 11. Tariq Krim, vous êtes à l'origine de Jolly Cloud, qui est une nouvelle façon de penser le logiciel dans le cloud. Qu'est-ce que ça vous avait évoqué quand vous avez vu l'annonce de Microsoft? Vous avez dit, bon, un Windows de plus, alors que Windows 10 devait plus ou moins être le dernier d'ailleurs. En fait, ce qui est drôle, c'est que avec Jolly Cloud, c'était 2 ans avant le Chromebook, on avait cette idée de se dire que finalement l'informatique va être déportée sur le cloud. L'ordinateur ne coûtera plus rien, ce sera juste un navigateur, et l'ensemble du computing power, comme on dit, la puissance de calcul serait déportée sur le cloud. Mais face à ça, il y a une autre question, c'est si on vend des produits, on le voit avec nos téléphones mobiles, on est obligé, pour vendre des produits chers, de mettre énormément de puissance, énormément de mémoire, énormément de capacité. Et d'une certaine manière, on a cette espèce d'équation un peu difficile qui est de se dire, est-ce que l'on met le paquet sur le cloud, et donc on va dans des applications software as a service, ou est-ce qu'on met le paquet sur les ordinateurs? Et dans ce cas-là, on met beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de choses. Et donc, quand on sort des terminaux légers,
C'est-à-dire c'est un problème économique, en fait. C'est un problème économique, c'est-à-dire que Windows 11, qui va en plus s'appuyer sur des architectures assez mastoc, puisque maintenant ils vont mettre de la sécurité, il faut travailler sur les dernières générations d'ordinateurs. Oui, qui pose un vrai problème, parce qu'on n'est même pas sûr que les tout derniers PC vendus aujourd'hui pourront supporter la migration Windows 11. Mais en fait, c'est une sorte de cadeau qui est fait à l'industrie de l'informatique du PC classique, c'est de vous dire, vous avez une continuité logicielle qui permet de justifier l'achat de machines plus puissantes. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est ça qui est fascinant avec Microsoft, c'est que désormais le cloud est leur principale source de revenus. Donc Windows n'est plus aussi dominant qu'il l'était il y a 10 ans. Et d'une certaine manière, ils auraient dû se dire, on bascule totalement dans le cloud. Tout le monde pensait qu'ils allaient faire comme Google avec Chrome OS, dispatcher absolument tout sur le cloud et avoir des terminaux mobiles légers, donc peu chers. Mais finalement, Windows 11, c'est un peu un retour vers le passé, des ordinateurs chers, où il faut installer des logiciels. Voilà, donc on reste dans la continuité, c'est le changement dans la continuité. Bon, j'espère que nous recevrons rapidement Microsoft en plateau pour pouvoir en débattre. Autre actu, eh bien, c'est l'enterrement de la Hadopi. Alors, c'est pas véritablement un enterrement, puisque finalement, la Hadopi va renaître à travers l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est une fusion avec le CSA qui a été adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi sur la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il y a encore quelques étapes à passer, commission mixte paritaire, normalement tout sera finalisé d'ici l'été. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la renaissance de la Hadopi, finalement, cette mort qui n'en finit pas d'arriver ? Oui, l'Hadopi qui a été inventée dans un contexte qui n'existe plus vraiment, puisque désormais... C'était le contexte du téléchargement. Pour moi, la Hadopi a toujours été hors sujet. Bon, j'ai, à titre personnel, été toujours opposé à ce genre de choses. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nos acteurs culturels, que ce soit ou des distributeurs de contenu culturel, que ce soit Canal+, OCS, sont aujourd'hui attaqués de toutes parts par les grandes plateformes. Et la question du financement et des équilibres de financement de la culture sont très importants. Curieusement, je suis moins hostile à la copie privée dès lors que l'on dit la copie privée sert à financer les festivals, sert à financer la culture dans le monde réel. Dans ce cas-là, c'est acceptable. Si on ne le dit pas et que ça reste opaque, ça l'est beaucoup moins. Donc la vraie question, c'est de savoir comment on continue à avoir des équilibres de financement de la culture. La chasse aux pirates n'a rien donné pendant 10 ans. Tous ces services ne servent pas vraiment à grand-chose. Mais ce que je vois et ce qui m'inquiète un peu, c'est que cette fusion annonce que le CSA souhaite désormais se positionner sur la régulation d'Internet, sur la régulation des réseaux sociaux. L'un des derniers acteurs, enfin un des derniers membres, qui est Benoît Loutrel, qui était précédemment chez Google et à l'ARCEP, s'est positionné aussi dans la fameuse mission Facebook pour réguler les réseaux sociaux. Donc on sent qu'entre la CNIL, entre l'ARCEP, entre désormais cette nouvelle entité qui va regrouper l'Hadopi et le CSA, tout le monde essaye de dire c'est moi qui vais réguler l'Internet, mais on oublie la question principale, c'est comment stimuler les industries culturelles et comment être certain que les industries culturelles dans le monde numérique qui vient, en France, soient encore financées. Et puis on ne peut pas comparer Internet, par exemple, aux médias télévisuels. Bon, ça reste un espace ouvert, a priori, on espère en tout cas que ça le restera en Espérons-le. France. Il faut préciser quand même que la Hadopi, peut-être que ça c'est une piste intéressante, a décidé, enfin l'Hadopi, donc à travers l'ARCOM, de plutôt mettre l'accent sur les sites de diffusion de contenu pirate, d'ailleurs plutôt sur les diffusions d'événements sportifs, sans doute les matchs de foot. Mais ça n'enlèvera pas cette réponse graduée, donc elle continuera à subsister. Voilà. Alors, donc pas trop de changements finalement. Merci beaucoup Tariq Krim. On devait avoir un deuxième débriefeur pour aller plus en profondeur sur Windows 11. On le fera un autre jour dans Smart Tech, c'est promis. Merci Tariq Krim, donc entrepreneur, fondateur de Polite. Et je vous donne rendez-vous juste après la pause pour la grande interview d'Émilie. Benoît Vernet, Benoît Vernet de Shopify. On va parler du futur du e-commerce.